Bonsoir. Au sommaire de cette édition, une nouvelle stratégie dans la lutte contre Ebola. Il s'agit de l'installation de centres de transit. 13 centres vont être mis en place dans un premier temps. Environnement et les menaces qui pèsent sur la forêt classée de Koukou à Kingia. Des experts parlent de pression anthropique, des menaces à prendre au sérieux. À suivre aussi les échos du conseil d'administration de la Sotragui. La société opte pour une nouvelle directive de fonctionnement. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, cette très bonne nouvelle. La Guinée va organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. La CAF s'est prononcée ce samedi à Addis Abeba. Une forte délégation suivait le dossier guinéen. Conakry n'a pu obtenir l'édition de 2019 ni celle de 2021, mais devra se contenter de celle de 2023. Une victoire en soi. Et là, cette bonne nouvelle contraste avec la tragédie de Womé. Le CNC, Conseil national de la communication, déplore et condamne l'exécution des membres d'une mission de sensibilisation dans cette localité des Erékoré. Les victimes ont rejoint ce samedi leur dernière demeure. Cérémonie empreinte d'indignation et d'incompréhension. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Sori de Kera dans un reportage rendu en studio par Kerna Ousmane Diallo. Face à la population, le ministre de la Santé, encore sous le coup de l'émotion, ne pourra achever son discours. C'est l'enterrement de 8 personnes tuées à Womé, à 50 km de la ville de Zérékoré. Toute la journée d'hier, les activités socio-économiques étaient au ralenti dans la ville de Zérékoré. Ici, l'heure est toujours au recueillement. Il me reste aujourd'hui à saluer et féliciter l'esprit patriotique des forces de l'ordre qui nous ont accompagnés dans cette mission périlleuse qui nous a permis de découvrir les corps et de les enterrer honorablement. Et je voudrais aussi lancer un appel au personnel soignant, aux hommes des médias, que nous ne devons pas baisser les bras. Pour honorer la mémoire de ceux qui sont partis, nous devons continuer leur mission. Nous devons faire en sorte que les résistances soient vaincues et que cette maladie soit débarrassée de notre pays le plus tôt que possible. Les 8 personnes tuées à Womé l'ont été alors qu'elles sensibilisées sur les méthodes de prévention contre le virus Ebola. Le gouvernement réitère à nouveau que les crimes commis ne resteront pas impunis. Toutes les choses sont déjà prises pour que les auteurs de ces crimes crapuleux soient démasqués et servent d'exemple pour subir le rigueur de la loi dans les heures qui suivent. Cet engagement du gouvernement remonte le moral des citoyens. Aux familles endeuillées, les membres du gouvernement ont présenté leurs condoléances du chef de l'État et remis une enveloppe symbolique. Pour que notre pays soit débarrassé de cette maladie, je rappelle que les victimes de cette tragédie étaient dans une mission de sensibilisation sur le virus Ebola. Ebola justement sur lequel on a fait le point ce samedi sur la tradition, au cours de la traditionnelle conférence hebdomadaire. Les chiffres ne sont pas rassurants. La commission interministérielle de riposte parle de 974 cas et 630 décès. L'occasion pour annoncer une nouvelle stratégie de lutte, l'installation de 13 centres de transit. Quel est leur rôle? Adia Toubari. Dans les différents centres de traitement du pays, 53 malades d'Ebola et 26 cas suspects sont actuellement hospitalisés. Sur la liste des préfectures antérieurement touchées par le virus Ebola, s'ajoute la préfecture de Dalaba. Préfecture de Dalaba, qui est rentrée dans la danse et qui a été contaminée, ce qui nous fait un total de 11 préfectures qui ont signalé et ont notifié des cas durant les 21 derniers jours. Cependant, le gouvernement et les partenaires renforcent les mesures de riposte contre la maladie. Ils envisagent la création de 13 centres transit Ebola à l'intérieur du pays. Nous avons remarqué que dès qu'il y a le premier cas dans une préfecture, les gens ne sont pas préparés. Ça sème la panique au sein de la population, au sein des formations sanitaires. C'est pour cela que nous voulons mettre des centres de transit dans toutes les régions administratives du pays pour que dès que le premier cas arrive, qu'on ait déjà des gens formés à leur prendre en charge et à s'occuper d'eux et qu'on ait aussi une infrastructure appropriée pour leur isolement. Malgré des fois l'adversité, les conditions difficiles de travail, nos partenaires continuent à nous accompagner, continuent à faire leur travail. Il n'est pas question qu'un événement comme celui-là vienne remettre en cause cette bonne collaboration qui commence à se mettre en place, même dans les zones où il y avait de la réticence. Donc nous allons aller au bout de nos enquêtes, au bout de l'aspect judiciaire, mais également de l'aspect social, afin que ce type d'événement ne se produise plus.
Parmi les actions en cours menées par la Coordination nationale de riposte à Ebola figurent des mesures pour la rentrée scolaire en Guinée. Pour réussir dans cette tâche, elle propose 3 stratégies préventives au ministère de l'enseignement pré-universitaire. Il s'agit des fiches de renseignement pour tous les élèves, le dispositif de lavage des mains et la formation des enseignants en vue de réduire le risque de propagation du virus au sein des établissements scolaires guinéens. Réduire cette propagation avec aussi le concours des partenaires et l'implication de tous, c'est ce qui ressort de cette rencontre entre l'Assemblée nationale et l'ambassadeur du Royaume-Uni. Le chef de la délégation de l'Union européenne était également de la partie. Les entretiens ont porté sur comment impliquer la classe politique dans la lutte contre l'épidémie. François Lama. Le premier entretien avec l'ambassadeur du Royaume-Uni a permis un échange sur les moyens à déployer pour vaincre la maladie Ebola dans le pays. Le diplomate britannique a aussi rassuré la disponibilité de son pays à appuyer toutes les initiatives de lutte avant d'insister sur l'unité de la classe politique autour des mesures de riposte contre la maladie. C'est très important que la classe politique surmonte les divergences quotidiennes et se réunir en faveur de la lutte contre l'Ebola. Donc peut-être passer une déclaration commune. Nous avons versé plus de 20 millions livres sterling pour la lutte contre l'Ebola dans la région par les voies multilatéraux. Il faut maîtriser le problème pour que le pays puisse s'avancer. Ça touche l'économie guinéenne, ça touche la volonté des investisseurs de venir ici en Guinée aussi. Quelques jours après la présentation de ces lettres de créance, le chef de délégation de l'Union européenne était également venu pour la première fois échanger avec l'Assemblée nationale sur le programme qui urge, mais aussi réitérer le soutien de son institution à la lutte contre Ebola dans le pays. Je peux simplement confirmer que nous continuerons à appuyer la République de Guinée comme les autres pays touchés par l'épidémie à lutter contre cette maladie. Nous devons, en même temps qu'on mène cette lutte, c'est clairement la priorité du moment, mais en même temps que nous menons tous ensemble cette lutte, il faut penser aussi au développement futur de la Guinée, continuer les efforts de réforme qui ont été entrepris. L'apaisement politique est très important dans le contexte actuel, donc continuer à travailler sur le processus électoral pour que cela se passe dans de bons termes. L'appui institutionnel à l'Assemblée nationale et le renforcement des capacités des députés et du personnel de l'administration parlementaire ont été largement évoqués au cours de ces 2 entretiens séparés. Un des secteurs durement affectés depuis la déclaration de l'épidémie, c'est bien celui des agences de voyage. Elles ne font plus beaucoup de recettes. Le ministre du Tourisme leur a exprimé toute la solidarité du gouvernement dans cette épreuve, mais les a également appelés au respect des gestes qui sauvent. Aziz Baldé, Bernard Tonguino. Depuis l'apparition de la fièvre Ebola en Guinée, l'affluence n'est plus au rendez-vous dans les agences de voyage. Pour résoudre ces problèmes et surtout témoigner de la solidarité du gouvernement, le ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat échange avec les acteurs concernés. Au niveau de mon service, c'est 50% de travailleurs qui travaillent. J'ai 5 bureaux à Conakry, j'ai presque 40 personnes. C'est pas parce que j'ai l'argent, mais c'est pour donner du boulot aux jeunes. J'ai dit venez travailler, quand vous gagnez, on partage de peu qu'on gagne. Mais malheureusement, il n'y a pas de flux. Le gouvernement a tout fait pour que le Hajj arrive à avoir lieu. Si ça n'a pas marché, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Mais je pense que ce qui est plus important aujourd'hui, on parle de l'économie, mais c'est la santé de notre population. L'affaire d'Ebola est partout en Guinée. Le ministre est venu nous réconforter, qu'il est avec nous pour tous les problèmes qui se passent. Actuellement, on a de gros soucis, surtout au niveau des vols. Les compagnies qui ont suspendu leurs vols, qui nous posent beaucoup de problèmes. Pour éviter la maladie, il est recommandé par exemple de se laver les mains au savon et à l'eau de javel plusieurs fois par jour. Partout, des désinfectants et cuves à eau sont visibles. Une manière de limiter les risques de contamination. Nous avons des seaux mélangés de l'eau, mélangés avec du chlore et tout. Donc pour chaque personne qui rentre, il lave les mains et tout. Donc à chaque fois, nous désinfectons aussi le comptoir et tout. Donc nous essayons quand même de prendre des mesures pour au moins prévenir la maladie. Parce que s'il y a un secteur touché par
par le virus Ebola, c'est bien le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Donc si le ministre choisit de se déplacer aujourd'hui pour visiter les agences, je pense que ça ne peut que nous faire plaisir et puis nous encourager à mieux tenir. Pour le ministre Moussa Kondé Katavié, sans ces agences de voyage, le développement touristique reste au ralenti. C'est pourquoi il compte s'investir pour venir à bout des difficultés qui assaillent ces secteurs. Je suis sûr que l'État fera quelque chose pour aider nos privés du secteur, compte tenu qu'aujourd'hui, presque la plupart étaient sur le champ de fermiers. Mais quand même, par patriotisme, pour ne pas faire du mal aux travailleurs, ils les maintiennent. À en croire les responsables des agences de voyage, cette visite du ministre est salutaire. C'est pourquoi il sollicite la multiplication de telles actions pour valoriser le secteur touristique dans le pays. Le calvaire de l'eau potable pour Sugueta dans Kindia vient d'être réglé. Le gouvernement guinéen et l'UNICEF ont financé l'opération. L'eau coule dans tous les robinets de la sous-préfecture. Reportage Mohamed Sankan, Abdoulaye Diallo. Tout le monde, surtout ici à Sugueta, dans la préfecture de Kindia, un système d'adduction d'eau potable est opérationnel. Il est réalisé par le Service national des points d'eau et financé par l'UNICEF à hauteur de 258 millions de francs guinéens. L'opération a consisté à la réhabilitation d'un réservoir de 10 mètres cubes, à la construction d'un autre de même capacité et au captage d'eau à partir de 2 sources. Au niveau de chaque source, donc, nous avons fait, si vous voulez, un captage. Et en dessous de ce captage, il y a le filtre à sable où s'opère la première décantation de l'eau. Toutes les quantités recueillies sont centralisées sur les deux bassins que je viens de vous dire précédemment. Il y a 10, si vous voulez, bornes fontaines et 295 branchements particuliers. L'eau qui se dégage là est le taux plein du système. Le SNAP compte augmenter à Sugueta le nombre de branchements particuliers. Des branchements qui viendront s'ajouter aux bornes fontaines pour donner de l'eau jusque dans les maisons. D'autres projets du même genre sont inscrits dans le plan d'action du SNAP. Voilà qu'on est en train de donner de l'eau aux populations sans aucune force motrice. La force motrice, c'est simplement la position. L'eau vient de la source d'une colline, d'une montagne et descend de façon gravitaire au village. Nous remercions le professeur Alpha Kondé qui nous a donné de l'eau potable pour nous éviter les maladies hydriques. Le ministre de l'Énergie a apprécié ces installations qui cadrent avec les ambitions du professeur Alpha Kondé, c'est-à-dire donner de l'eau de qualité et en quantité suffisante à toutes les collectivités du pays. Par contre, et ça c'est inquiétant, une réelle menace pèse sur 8 rivières qui prennent leur source dans les entrailles même de la forêt classée de Koukou. On est toujours à Kindia. Le problème provient d'une pression anthropique que subissent les forêts classées de cette préfecture. Les environnementalistes et amis de Dame Nature tirent la sonnette d'alarme. Nabi Kamara. Le premier acte de classement des forêts de Kindia date de 1943. De 31 hectares, cette superficie a connu une augmentation jusqu'à 70 hectares en 1949 avec la réalisation des plantations d'anacardiers sur 39 hectares. Ces forêts classées étaient appelées à l'époque sources de Kindia avec pour but la protection intégrale des sources principales d'eau de la ville de Kindia. Aujourd'hui, ces forêts sont soumises à une forte pression d'occupation pour des fins d'habitation ou agricoles. Le cas de Koukou dans la commune urbaine est plus préoccupant puisque cette forêt abrite 8 têtes de source. Les têtes de source de Koukou, chaque année depuis que en 2011, on a souvent mené des actions de reboisement, mais qui sont parties complètement en feu. On ne peut pas mesurer nos activités parce que tout simplement, il y a des comportements qui sont de nature à complètement annuler ce que nous faisons. Sauver donc les 8 têtes de source dans la forêt classée de Koukou pour le plus grand bien des populations de la commune urbaine de Kindia et ses environs, c'est la préoccupation actuelle de l'ONG nationale, Association pour la restauration et la gestion durable de l'environnement.
Depuis septembre dernier, elle mène une vaste campagne d'information et de sensibilisation des cadres et populations de Kindia, mais également exécute sur le terrain un programme de reboisement des têtes de source de Koukou. Nous avons initié un projet de gestion durable de la forêt de Koukou. Gestion durable qui a au moins un certain nombre de composantes. Composantes régarnissement de la forêt galerie, introduction de l'arboriculture au sein de la forêt, aménagement des temps pour la pisciculture et d'espaces de récréation. L'ONG Ariged est créée depuis 2006. Son siège social est à Conakry, dans la commune de Kaloum. L'actualité, c'est aussi cette formation pour une cinquantaine de femmes au centre d'autonomisation de Kaloum dont on parlait tout à l'heure. Une formation en teinture et en haute couture. La phase d'apprentissage est terminée. Les bénéficiaires viennent de recevoir leur diplôme de fin de stage. Rose Pocho. Des robes, des chemises et même des porte-monnaies exposés ici attirent aujourd'hui de nombreux clients. Ils sont confectionnés par ces femmes formées par le Centre d'autonomisation et de promotion des femmes à Kaloum. Après une année d'apprentissage, les voici au terme de leur formation. On est tous heureuses pour apprendre cette métier. Parce que sans métier, une femme n'est rien. Aujourd'hui, on se sent bien maintenant. Parce qu'avant, on ne faisait pas ça ici, on faisait seulement la teinture avec la broderie. Une formation réussie grâce à l'appui des autorités du ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine. Ceci pour répondre à l'appel du chef de l'État à l'endroit des jeunes et femmes. Cette fois-ci, nous avons pris 50. Notre vision est de multiplier ces chiffres par 10. C'est ce qui nous a d'ailleurs encouragé à rénover le local et à créer beaucoup plus d'espace. Et déjà, nous avons lancé un appel d'offres avec les partenaires techniques et financiers. Nous avons eu l'accord avec l'UNFPA de nous donner des équipements, des machines à coudre. Et nous en avons fait aussi avec l'ambassade de Chine qui a donné son accord pour acheter une certaine quantité de machines. Je pense que le matériel pour l'apprentissage est déjà acquis et les filles ne manquent pas aussi sur le terrain. L'action est saluée par le partenaire au développement. Bientôt, 300 autres jeunes filles et dames seront également formées à l'intérieur du pays. Nous avons un projet en vue de formation de 300 filles que nous allons faire à Doubreka et à Kindia. Et à la suite, ça y aura un accompagnement. Tout un processus de formation qu'on compte lancer bientôt avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Créés en 1973, les centres d'autonomisation et de promotion de la femme, connus auparavant sous le nom de centres de promotion féminine, s'orientent dans la formation des femmes, dans les domaines de la teinture, de la saponification, la haute couture et autres métiers liés à l'épanouissement de la femme guinéenne. La confection de ces produits est beaucoup convoitée par les Guinéens, mais aussi les expatriés. Puisqu'on parle de formation, le Maroc est un véritable partenaire dans ce secteur. 27 boursiers d'écoles techniques de Guinée y sont actuellement pour y poursuivre leur formation départ mercredi passé sous les yeux du ministre Damanta Albert Camara. C'est le fruit d'un accord signé avec le royaume chérifien lors de la visite du roi Mohamed VI à Conakry. Moussa Komara. Ces 27 jeunes ont bénéficié de bourses d'études à l'Office national de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi au FPPT du Maroc. Ils sont tous des étudiants venus des écoles professionnelles du école professionnelle de Zérékoré à Conakry en passant par Boké, de donner les noms des meilleurs. Nous accompagnons les étudiants boursiers du Maroc. Nous voulons nous assurer que les élèves seront reçus dans de bonnes conditions, compte tenu de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Et nous voulons être sûrs aussi qu'ils seront très bien orientés au Maroc. Cette action concrétise l'un des points essentiels du protocole d'accord signé entre les deux parties lors de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail est venu coordonner le départ de ses étudiants. Il y a très longtemps que le département n'a pas eu à le faire et que c'est la première fois vers le Maroc que des apprenants de l'enseignement technique partent. Nous avons voulu les accompagner. Beaucoup d'entre eux sortent pour la première fois de Guinée. Il fallait être présent pour bien coordonner ce départ-là. Ils sont quand même nombreux.
Ces boursiers seront formés en mécanique générale, l'hôtellerie et en tourisme. Ce pour permettre de répondre aux besoins des entreprises qui frappent à la porte de la Guinée. Je suis contente. C'est mon effort qui m'a donné ça. Et je ferai de mon mieux là-bas aussi. Je vais augmenter l'effort que j'ai ici. À travers cette coopération Sud-Sud, l'OFPPT du Maroc entend apporter son expertise à notre pays afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Autre accord, toujours dans le secteur de l'éducation et toujours avec les Marocains, c'est ce partenariat que s'apprête à conclure l'Université guinéenne Titi Camara et l'Institut Polytechnique du Roi Mohamed VI de Kamsar, ce avec l'Institut des Mines de Marrakech. En tout cas, une réelle volonté existe de part et d'autre. Martin Francina Dumont. Le premier forum des investisseurs économiques de la Guinée et du Maroc a mobilisé plus de 800 participants. Parmi eux, les responsables de l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar et de l'Université Titi Camara de Conakry. Ce rendez-vous leur a permis de nouer des partenariats avec leurs homologues marocains. Premier jumelage décroché, c'est avec Ejiko Zup de Rabat, une école de formation spécialisée en management, commerce, finance, système d'informatique et ingénierie. Je suis très contente d'avoir des étudiants guinéens et d'autres pays africains que je forme avec une formation de qualité pour que dès qu'ils retournent dans leur pays, ils soient des lauréats. Cette visite met en exergue ce partenariat que moi-même avec mon école EJICOSU qu'on va développer avec l'université et avec cette école technique professionnelle. On va faire des échanges de formation et d'étudiants, d'échanges d'étudiants dans l'avenir. Le groupe IPIAD de Rabat Casablanca, une école d'optique, optométrie et d'autopsie, décide aussi de se marier avec l'UTICA et l'IPM 6 Kamsar. Avec 20 ans d'expérience au service de la formation professionnelle, le groupe marocain IPIAD compte s'implanter en Guinée pour appuyer la formation professionnelle dans notre pays. Le partenariat nous donne du sens du pays pour pouvoir mettre en commun nos expériences et pouvoir adapter nos expériences aux besoins de nos citoyens marocains et guinéens. Un autre partenariat a été noué avec UCOTRA, une institution spécialisée dans la formation professionnelle. Il sera question d'explorer les possibilités de transfert des compétences et du savoir-faire entre les deux parties. Très confortable, qualité de la formation, toutes les orientations de cette école. Et à travers ça, nous entendons établir un partenariat dans le cadre de la formation continue, mais aussi dans le cadre de la formation des formateurs. L'Institut Anglo-Vord, qui développe les mêmes filières, s'est aussi montré favorable à un éventuel partenariat avec l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar et Titi Camara de Conakry. Des opportunités que les encadreurs ont saisies pour le bonheur des étudiants et du personnel enseignant. Le Maroc toujours, je rappelle que le Premier ministre y était il y a juste quelques jours pour prendre part au forum économique en l'honneur de la Guinée. Mohamed Saïd Fofana a inauguré la base vie du groupe Ozone de Rabat dans le cadre du traitement des ordures. Adi Kamara. Dès après les travaux du Forum économique Guinée-Maroc tenu à Casablanca, le Premier ministre en compagnie d'une forte délégation s'est rendu à Rabat. Ici, Mohamed Saïd Fofana a procédé à l'inauguration de la base vie du groupe Ozone, un groupe qui évolue dans le traitement des ordures. Nous avons des problèmes d'assainissement dans nos grandes villes, y compris la capitale. Donc nous étions venus voir cette société pour nous assurer de ses capacités à pouvoir traiter notre problème. Et il nous a été rapporté ici qu'elle le traite déjà avec plusieurs villes du Maroc. Donc nous sommes heureux de constater qu'elle a l'équipement. Donc nous encourageons les responsables de cette société à se mettre en contact avec les ministères spécialisés pour voir dans quelle mesure il peut apporter sa contribution à l'assainissement de la ville de Conakry. Créé en 2008 par Aziz El Badroui, le groupe Ozone Environnement et Services est un acteur incontournable dans la collecte et la valorisation des déchets ménagers et industriels au Maroc, avec un parc matériel de 500 unités et un effectif de 3500 personnes. En 2011, le groupe a inauguré un système pilote dans certaines villes marocaines. C'est un nouveau système de réhabilitation des décharges et de dépollution des sols.
Actuellement, le groupe détient dans son portefeuille une première décharge dont les travaux d'exploitation vont démarrer bientôt. Retour à Conakry pour dire que le document stratégique sur la gestion des ordures à Conakry vient d'être présenté aux responsables locaux et aux PME de collecte d'ordures de Ratoma. C'est la commission de réflexion sur la gestion des ordures qui a fait cette présentation. Il est maintenant question d'échanger sur le document afin de l'amender. C'est un reportage de Mohamed Lamine Camara. À l'initiative du comité interministériel, la commission de réflexion sur la gestion des ordures a élaboré un document stratégique de gestion pérenne des opérations d'assainissement. La brochure aborde tous les aspects liés à la pré-collecte, la collecte et au transfert vers la décharge. Ce document, il se résume en 4 points. C'est-à-dire au niveau de la précollecte, l'introduction des GIE. On va créer des GIE, en tout cas c'est une proposition qui a été faite, de créer des GIE qui vont précollecter au niveau des ménages. Ensuite, créer des plateformes légères où ces GIE devront mettre ces ordures. Et ensuite, à partir de là, les PME interviennent pour prendre ces ordures et les mener au point de regroupement ou le SPTD qui vient pour déposer à la décharge et en même temps gérer la décharge. Et le cas spécifique des marchés aussi est posé parce que vous n'êtes pas sans savoir que le marché constitue d'abord le lieu où tout le monde se ravitaille pour un aliment. Ce document est soumis aux responsables locaux et aux petites et moyennes entreprises de collecte d'ordures de Ratoma pour appréciation. Il faut que je précise que SPTD, le service public de transfert des déchets, accepte de dégager les ordures. Sinon les communes ne seront pas efficaces, les PME ne seront pas efficaces. Les PME sont chargés des pré-collectes pour les réunir au niveau des points de regroupement. SPTD est en charge d'enlever des points de regroupement vers la décharge. On est prêt à créer de l'emploi. Et nous venons pour alléger les charges de l'État. Nous n'avons pas besoin de subventions. Nous voulons tout simplement que le SPTD remplisse sa part du contrat. La synergie des secteurs privés et publics s'avère nécessaire pour la réussite de la gestion des ordures à Conakry. Cette initiative sera élargie aux autres communes de Conakry. Les GIE, ce sont des groupements d'intérêt économique. Comment corriger les erreurs du passé? Les membres de la Sotragi sortent d'un conseil d'administration. Pour l'instant, la société a réussi à remettre quelques bus dans la circulation, mais ce n'est pas tout. Il y a un problème de gestion à examiner pour le bon fonctionnement de la boîte. Bernard Tonguino. La Société des transports de Guinée a enregistré plusieurs défaillances au cours de l'exercice 2012-2013. Parmi ces problèmes, la question de gestion du parc et du personnel, ainsi que la question de réparation des véhicules en panne. C'est pour passer en revue l'ensemble de ces préoccupations que le conseil d'administration se retrouve ce vendredi. Nous avons pensé mettre en place à compter d'aujourd'hui un contrat d'objectifs qui va comprendre toutes les recommandations sur les procédures de la Sotragi, ainsi que les recommandations et résolutions du conseil d'administration qui restent non appliquées. Au terme de cette concertation des membres du conseil d'administration, un nouveau contrat d'objectifs est défini. Le conseil appelle la direction générale de la Sotragi à corriger dans une période de 2 mois tous les dysfonctionnements de la société. Cette situation qui nous préoccupe depuis quelques mois, aujourd'hui, après le rapport du commissaire aux comptes, nous a renforcé et nous a amené à prendre ces dispositions-là pour accompagner notamment un contrat d'objectifs pour fixer exactement à la direction ce qu'elle doit faire pour redresser la situation. Sur une centaine de bus appartenant à la Sotragi, seulement 50 sont en circulation. Le conseil d'administration s'engage à œuvrer pour sauver la société dont la prestation reste indispensable pour le déplacement des populations. Présentation de lettres de créance du nouvel ambassadeur guinéen aux Philippines. Le diplomate de Guinée a rencontré le président philippin. Les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Reportage Marthe Mourad Camara.
Satisfait de l'excellence des relations politiques entre nos deux pays, l'ambassadeur Sekou Sylla se propose de s'investir davantage pour la consolidation et la diversification des relations économiques et commerciales dans l'intérêt des deux peuples. Sollicitant le soutien inconditionnel du gouvernement philippin, le diplomate guinéen s'est focalisé sur la réalisation des projets et programmes de développement susceptibles de faire de la Guinée un pays émergent à moyen terme, tel que voulu par le président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé. Le président philippin a hautement apprécié la ferme détermination de l'ambassadeur Sekou Sylla à contribuer à la dynamisation des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et les Philippines. Il a fait part de son soutien et de sa solidarité envers le peuple guinéen dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. À cet égard, il a salué les efforts louables consentis par les autorités guinéennes depuis le début de cette épidémie à travers les dispositions prises pour son éradication. Signé Marthe Mourad Camara. Enfin, l'association de la presse sportive Pathé Diallo a organisé aujourd'hui le deuxième congrès électif de son bureau exécutif ici même à Conakry en présence de quelques membres du gouvernement et de journalistes sportifs membres de la dite association. Un nouveau bureau de 15 membres est élu pour un mandat de 4 ans. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez à Kindia et partout dans le monde. Bonsoir. Thank you.